Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Salut à toutes et à tous, vous écoutez L'Œil Carnivore, épisode 125. On est le 15 juin 2025, on est en direct depuis la galerie Non Peut-être, merci à toi Julien d'ailleurs. Et surtout, on est en live sur la chaîne Twitch de L'Œil Carnivore. Salut, n'hésitez pas à participer. Et si vous êtes, si vous écoutez ce podcast en différé, pas de panique, oui. Ou presque, vous nous retrouverez le samedi sur Radio Panique et un peu plus tard sur YouTube, toujours sur la chaîne de L'Œil Carnivore. Donc voilà, merci en tout cas d'être là, que ce soit en direct ou en replay. C'est parti pour une nouvelle plongée dans l'univers pas très net de vos chroniqueurs préférés, hein. Évidemment, on a autour de la table Vincenzo qui est là à la technique. Bonjour. Bonjour, merci à toi Vincenzo d'assurer la technique ce soir. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, on a tout cadré, il n'y a pas de souci. Super, et puis de toute façon, t'es derrière les potards, ça devrait aller. On a Angela. Hello. Une petite voix, Angela. Oui, pourtant, hello. Notre spécialiste truc bizarre qui vient d'Asie. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, tu viens nous parler de la série Merci for None. Ouais. Je suis curieux de voir ce que c'est. Ok. Après, on a Julien qui est ici. Là. Salut Julien, comment ça va ? Eh bien, écoute, je suis ravi que la dernière fois, on ait emporté plein d'audience et que ça soit très drôle quand on a parlé des RH. Bah ouais, c'était chouette. Hein. Donc, je me suis dit qu'on allait continuer dans cette veine et qu'on allait continuer à faire, pas dans le RH bashing évidemment, mais dans la politique. Dans la politique, et on va vous parler notamment effectivement des différents médias, comment affronter un peu le monde qui nous arrive dessus. On va dire ça comme ça, hein ? Ouais. Moi, j'ai revu Iron Sky hier soir. D'accord, ok. Ok, on a Baud. Salut. Salut Baud, qui est à la technique audio, mais qui nous a préparé aussi un petit sujet qui a l'air très chouette. Ouais, j'ai pas envie de parler de Marvel. Non, merci. Tu vas nous parler de Camille Yembe. Tu l'as interviewé ? Non, pas du tout. Je l'ai découvert. J'ai découvert sur TikTok. Ah, mais je pense que ça va être bientôt dans Saturday Night Panic. J'espère. Je l'espère. En tout cas, ça a l'air très chouette. Et votre serviteur va vous parler du dernier morceau. C'est pas vraiment un dernier morceau, mais un morceau que Kim Gordon a sorti il y a 2 jours. Donc on est en pile dans l'actualité. Et je vais vous parler aussi, parce que je vous avoue que moi, je suis un vieux joueur de jeux de rôle. Et j'ai découvert un filon merveilleux. Une caverne au trésor pour tout joueur de jeux de rôle qui se respecte. C'est le terrier du Grumpf. Ouais, le terrier du Grumpf. Vous allez voir, c'est trop chouette. Et sinon, on a notre dernier guest, le chat. C'est China. Comment elle s'appelle ? China, le chat. Donc n'hésitez pas, lâchez des subs et tout si vous voulez voir plus de chat. Voilà. Allez, sur ce, on va enchaîner direct avec toi, Baud, pour Camille Yembe. Alors, ma petite chronique de Camille Yembe, artiste que j'ai découvert sur TikTok. Alors déjà, putain, je suis pompette. Non pas parce que Angela m'a donné 2 verres de vin. C'est pas moi. Comment tu me balances aux gens, mec ? Elle est apparue comme ça. Voilà comment Camille Yembe démarre. Et honnêtement, on est tout de suite bien. Pas besoin d'intro dramatique ou de notes piano nostalgique. Une phrase, un vers en trop et c'est parti. Dans Encore, elle fait ses valises, elle claque la porte, elle s'en va. Pourquoi ? Parce qu'elle en a marre et qu'elle sent qu'elle dérange. Mais attention, pas en mode drama queen. Non, elle se barre avec humour, avec lucidité et surtout avec style. Ce qu'elle raconte, c'est pas une rupture amoureuse classique. C'est plus vaste. C'est une rupture avec un système, avec une image d'elle qu'on entend, avec les cases où elle rentre pas. Et au passage, elle se demande si elle mérite les néons, les posters, le succès. Elle rêve grand, mais elle doute. Comme nous tous, non ? Sauf qu'elle chante mieux.
Il y a des coquillages, des chaussettes pas assorties, des parapluies. On est à la frontière entre le carnet intime et le journal d'une fille qui s'en fout du bon goût, mais qui a le sien. Et c'est ça qui fait du bien. Musicalement, c'est sobre, mais efficace. Une instru qui avance tranquille, un peu comme quand elle quitte quelqu'un qui l'écoute plus. Pas besoin d'en faire trop, sa voix suffit. Alors Camille, elle dit qu'elle n'est pas de l'élite, peut-être, mais franchement, si l'élite c'est chiant, je préfère encore être pompette avec elle. Et alors effectivement, j'ai écouté, c'est très chouette. Putain, je suis pompette, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompette, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma gueule, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je l'ai peut-être pas dit mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma gueule, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Tu te demandes si je suis tombée sur la tête. À parler d'espace, de chimères et de comètes. Je fais le compte des amours perdus de mes têtes. Mais toi tu penses que c'est la fête sous mon parapluie. Je collectionne les coquillages, les parenthèses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bof d'être à l'ouest? Sans faire exprès j'étais pareillé mes chaussettes. Et toi tu penses que c'est la fête sous mon parapluie. Putain je suis pompette, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain je suis pompette, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma gueule, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je l'ai peut-être pas dit mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma gueule, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Ah, c'est sympa voilà. tout ça. Ah, franchement, sympa, Ouais, quoi. ça pète, hein, belle surprise. petite jeune bruxelloise. Et franchement, c'est frais. Moi, j'aime bien. Franchement, J'avoue. c'est simple. Belle découverte. Voilà, Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est morceau de 2 minutes. C'est format TikTok, moi, c'est comme Ouais, ça. c'est ça. Ah, c'est format TikTok. TikTok. Ouais. Mais je trouve ça bien parce que moi j'avoue que j'adore les Pixies par exemple, mais il y a plusieurs groupes comme ça où bah voilà, tu fais le temps que doit durer le morceau, pas plus ni moins, voilà, tu restes efficace et tu tires pas en longueur. Donc moi je t'avoue que j'ai bien apprécié voilà. le petit morceau, très sympa en tout cas. Très très sympa. Et on continue avec toi Angela. Oh, moi. Toi. Alors, on va voir si la technique continue à suivre ou pas. Parce que ça va être compliqué. Tu nous viens avec Merci of None. Je propose qu'on commence par... Merci for None. Ah, merci for None. Oui, for None. Ok, Petite ça veut pas dire du jeu la même chose. Justement, non. (11년) 전 약속 기억하십니까? 저는 약속을 지켰는데 회장님들은 그러지 못하셨네요. 끝내야지. 전부 다. Sa voix de... Non. Ah, ouh. Si je peux me permettre, j'aimerais pas avoir un Coréen pour ennemi. En tout cas, pas celui-ci. C'est clair que ça tape dans tous les sens, effectivement. Alors voilà, la dernière fois, je vous ai présenté un animé un peu fort en émotion, mais super triste. Et je me suis dit, et je me suis arrêtée à la saison, je suis dans la saison 2 toujours, j'ai toujours pas avancé parce que j'ai les nerfs. Et je me suis dit, voilà, j'ai les nerfs, il me faut un truc un peu... Et est arrivé
Merci, sans merci en français, Merci for None en anglais. Et en fait, le titre original, c'est Kwanjang. En gros, synopsis, bien sûr, évidemment. Dans l'ordre. Synopsis. Lorsque son frère est assassiné de sang-froid dans une embuscade, enfin c'est plus qu'une embuscade, c'est quand même des as de la baston, quoi. Donc qu'il se fasse assassiner, c'était quand même un peu surprenant, tu vois. Ouais, Kim Jong, qui est le principal, pas le héros, je peux pas dire héros, je veux dire protagoniste. Pourquoi je peux pas dire héros, je reviendrai après là-dessus. Retourne dans le monde du crime sans la moindre hésitation et se lance dans une chasse à l'homme. Il était en stand-by depuis 11 ans, grosso modo. Tu sentais qu'il avait des points d'avance. Ouais, non, il tenait un camping tranquille, il faisait sa life, tu vois. Pourquoi pas ? Il était rangé des caravanes. Voilà, tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, une promesse n'a pas été tenue, en fait. C'est surtout ça. Voilà. C'est une mini-série de 7 épisodes. Merci 7 épisodes parce que j'aurais pas pu continuer. De combien de temps ? Un épisode en général c'est minimum une heure. Hein. Non, une heure, pas une heure et demie, entre 50 40. Oui, les 50 minutes, épisodes coréens sont assez longs en fait. On est au-dessus de l'heure. Ils ont été un peu formatés à l'Occident, c'est-à-dire qu'avant c'était 16 épisodes, on est passé à 12, puis à 2 épisodes tous les tremblements de terre, tu vois, et maintenant on a des mini-séries, c'est la moitié d'une saison, et si ça fonctionne, eh ben on fait la deuxième saison. Alors c'est pas une deuxième saison, c'est une saison complète. Chez eux c'est 16. Mais ça, c'est un autre débat, on en reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc je disais, c'est une mini-série de 7 épisodes puissants dans les échanges, dans les trahisons et surtout dans les combats, comme vous avez pu voir un peu dans le trailer. Les autres vous verrez plus tard, désolé. Pas de magie, que de la baston pure et dure, quoi. Je veux dire encore une chose, c'est que ce type, putain, il ramasse. Il ramasse comme il donne, mais qu'est-ce qu'il ramasse, quoi. Mais il donne tellement que je voudrais pas non plus être à la place des autres parce qu'il mange. Et il mange bien, ça c'est pour le dire. Donc je disais que ça peut pas être un héros. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un vilain. C'est une chose qu'il faut pas oublier. On est dans les milieux des gangs un peu poussés extrêmes en fait. Et donc c'est un vrai méchant, quoi. Ouais, putain, méchant. T'as tout le monde qui le respecte, quoi. Des plus anciens aux plus vieux, il arrive quelque part, tout le monde se tait, tout le monde fait la courbette, tu vois, pour te dire le power qu'il a, ce type, quoi. Il est badass, il est respecté de tous, et il a surtout des principes. Et c'est pour ça qu'il revient, c'est parce qu'il a fait une promesse et la promesse n'a pas été tenue. Il a fait une promesse pour calmer un peu la guerre des gangs qu'il y avait à l'époque, en fait, donc il s'est un peu sacrifié, d'où son exil et mis à l'écart pendant 11 ans. Et là, son frère, qu'il avait mis dans des bonnes mains, est mort. Et donc là, il vient régler ses comptes. Tout ça va chier. Ah ouf, ça chie, ça c'est clair. Alors que la bande-annonce, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue. Il n'y a pas besoin. Ça se tape, oui, voilà. Je te dis, il dit 2 phrases, les gens ils disent amène tout ce que tu veux, je te ramène mon pognon, ma voiture, ma femme, tout ce que tu veux, je te donne, quoi. D'accord, ok. Donc l'acteur principal, c'est So Ji-sub, c'est le protagoniste. Et en fait, il faut savoir qu'en Corée, il a été pas mal traité, mais disons qu'en fait, il y a quand même des appréhensions parce qu'ils estiment qu'il a un faciès qui n'a pas beaucoup d'émotions. Mais qui peut, ça peut marcher pour le rôle. À propos de Keanu Reeves. Oui. Non, mais enfin voilà, vrai. parce qu'apparemment, voilà, lui, il n'aurait pas le faciès du tout, et je peux t'assurer que ce faciès-là, si je le croise, ne serait-ce qu'à 10h, à 9h, ou même au matin, dans la rue, moi, je lui parle pas, quoi. Moi, je trace, quoi. C'est tout. Je veux pas lui chercher d'histoire, quoi. Alors, c'est un K-drama, c'est policier, c'est intense, mais ce n'est pas du tout, il n'y a pas de romance. Donc, faut pas s'attendre à l'épisode 8, un roulage de pelle, il n'y en aura pas. Vous attendez pas. Par contre, du sang, il y en a plein, ça, il y en a tout le temps, quoi. Ici, on parle avec les points, en ne suivant qu'une seule règle, œil pour œil, dent pour dent. Ok. Je dirais encore une chose, c'est que quand même tous ceux qui sont un peu les néophytes K-drama l'ont un peu saqué, massacré parce qu'ils trouvent que c'est un peu répétitif et que la même chose. En même temps, je tiens quand même à préciser que ce drama-là colle exactement au webtoon qui s'appelle Palassoir. Et un webtoon, c'est quoi ? Un webtoon, j'en reparlerai une autre fois. Poser la question. C'est quoi un webtoon ? Un webtoon, c'est un manga, mais format web, en fait. Parce qu'ils passent énormément de temps sur leur téléphone, etc. Donc, c'est des mangas, mais... Format 7 minutes, bien sûr. C'est pas format 7 minutes, mais c'est surtout diffusé par le web à la base. Web, voilà. C'est pas diffusé via... C'est pas en bouquin, ni rien. Bon, oui, il y en a qui sont sortis en bouquin, mais bon, voilà. Et la majorité, quand même, des dramas sortent quand même... Et des webtoons, on en trouve aussi bien en Corée qu'au Japon, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Hein.
c'est vraiment une manière de diffuser. C'est le format en fait qui compte, c'est ça qui fait la différence. Et c'est un manga, mais pour le web, quoi, en fait. Voilà. Donc les épisodes sont plus courts, plus intenses et beaucoup plus faciles à lire aussi, quoi. Voilà. Donc eux, ils n'étaient pas contents, ils trouvaient que c'était répétitif, mais voilà. Moi, quelqu'un qui s'y connaît pas et qui va regarder un drama action policier, ben là, tu manges bien. Moi, je l'ai d'une traite. Je l'ai commencé, je l'ai fini d'une traite. L'intensité de l'enquête quelque part, et ben voilà, tu suis son chemin, tu le suis, t'es avec lui, et franchement, tu tombes sur ton pet plus d'une fois, quoi. Ok. Qui tire les ficelles. Cool, chouette, merci. No merci. Merci pour. No merci, ouais, voilà, no merci. Merci for no one. Non, mais merci pour cette reco. Je tiens aussi à dire, parce qu'on en a discuté un petit peu avant l'émission, qu'il y avait une autre série coréenne. La créature de Kyung-sang. Ouais. Moi, je te conseille aussi. Ouais, qui a l'air d'être pas mal. Ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Non, encore, on est encore dedans. Non, on est encore dedans. C'est au moment où le Japon a envahi la Corée, quoi. Ouais, voilà. Donc c'était même avant la Première Guerre mondiale. Non, on est dans la deuxième, là. On est en 45, je crois. Mais je sais plus, mais voilà, voilà. En tout cas, voilà, c'est des Japonais qui ont envahi la Corée et qui font des trucs pas cool. A priori, pas cool du tout. Voilà, dans un drôle d'hôpital, où personne ne ressort. En fait, il y a des gens qui rentrent, mais il y a personne qui ressort. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le début est très gore et après, on est presque dans la comédie. Et puis, je suppose qu'après, on va revenir. On revient dans les moments gore aussi. Ouais, voilà. Il y a des moments de réflexion aussi. Cool. Mais les personnages ont l'air chouettes. On va voir. Cool. Bon, voilà, vous avez de quoi regarder pendant ces chaudes soirées devant la télé, tranquillou, avec le ventilo qui vous rafraîchit les petons. Tout le monde aimera, parce que c'est quand même beaucoup de sang et beaucoup de coups. Je n'ai rien contre l'hémoglobine. Oui, après c'est toujours le même problème, c'est dans quel but, comment ça passe. À la base, c'est vengeance, et c'est tout à fait dans le thème, ça reste de la vengeance. D'accord. Bon, si vous aimez bien Keanu Reeves dans John Wick, je pense que ça devrait plaire. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Et il mange autant que McFly. Ok, super. Eh bien, cool. Merci pour cette reco, Angela. Merci beaucoup. Et on continue avec Kim Gordon. Est-ce que vous connaissez Kim Gordon ? C'est la fille de Flash ? Non. Je connais Flash Gordon. ça n'a rien à voir. Kim Gordon, c'est une icône incontournable du rock indépendant. Elle est musicienne, artiste visuelle, autrice. Elle est surtout connue comme une membre fondatrice des Sonic Youth. Les Sonic Youth, quand même, je pense que là, ça vous parle un petit peu quand même, non ? Sonic Youth. Non ? Oh là. C'est le groupe culte qui a vraiment, on peut dire, retourné la scène alternative dans les années 80. Ah, c'était là ? Non, là. J'étais pas là, c'est pour ça. Et vraiment, il y avait vraiment des guitares dissonantes, vraiment un esprit radical. Et c'est un groupe comme les Sonic Youth qui a ouvert à tout le rock indépendant, derrière les Pixies, Nirvana, etc. Si les Sonic Youth n'avaient pas été là avant, ça aurait pas été du tout la même chose, quoi. Donc clairement, c'est eux qui ont ouvert la voie avec notamment Kim Gordon. Si vous ne connaissez pas les Sonic Youth, je vous conseille de commencer par l'album Goo, G-O-O, qui est sorti en 90. C'est une vraie masterpiece de l'époque et ça vous permettra de rentrer dans le monde des Sonic Youth de manière tranquille, notamment Dirty Boots. Vous pouvez y aller, c'est un super morceau. Alors, elle est bassiste, chanteuse, performeuse. Kim Gordon, elle incarne vraiment quelque chose de brut, d'expérimental et profondément libre. Vraiment, il y a un esprit punk chez elle qui est clairement là. Bernie, mon voisin, en meuf. Après les Sonic Youth, elle a lancé une carrière solo, notamment avec 2 albums, No Home Record en 2019 et The Collective en 2024. Toujours à mi-chemin entre le punk, l'art contemporain, la poésie urbaine. Vraiment, elle mélange en fait différents styles. Elle a rejoint un peu aussi le côté hip-hop, slam, etc. Voilà. J'ai eu la chance de la voir l'automne dernier au Beaux-Arts, à Bruxelles. C'était un super concert. B-O-Z-A-R. B-O-Z-A-R, effectivement. Alors, ça fait toujours bizarre de voir comment le punk se peut retrouver institutionnalisé dans les ores, quelque part, de la respectabilité. Il y a toujours un espèce de décalage bizarre comme ça, mais c'était tellement chouette de la voir en concert. C'était une vraie claque. Moi, elle a 70 ans passés, quand même, la nana. Et elle envoyait du lourd. Toujours
vraiment une vraie puissance dans sa voix et dans ce qu'elle propose, quoi. Une vraie radicalité. Alors, elle revient justement avec une relecture d'un de ses propres morceaux qui s'appelle Bye Bye et qui est intitulé Bye Bye 25, j'allais dire 2025, mais non, c'est juste 25. Alors, c'est une nouvelle version d'un de ses morceaux qu'elle a sorti il y a 2 jours. Et elle part de ce morceau, mais avec... c'est une idée originale de son producteur, Jim Raisin. Elle a expliqué qu'elle a réécrit les paroles et elle a eu l'idée d'utiliser les mots que Donald Trump a officieusement bannis en fait de la recherche et de tout le contexte institutionnel, en gros. Donc elle a repris tous ces mots-là et elle les redit les uns derrière les autres avec le morceau Bye Bye derrière, quoi. Donc il faut bien se rendre compte que tous les mots qu'elle va dire là, que vous allez entendre, c'est des mots que tout projet de recherche contenant ces mots-là seront automatiquement ignorés, annulés et qui n'existeront plus. Là je vous donne une petite citation d'elle. J'imagine que Trump croit à la cancel culture puisqu'il essaye littéralement d'annuler la culture. Voilà. C'est bien résumé. Alors, en anglais, ça donne cancel, cancel culture, etc. Mais voilà, le principe, il est là. Ces mots que Gordon récite dans Bye Bye 25 ont commencé à disparaître sous l'agenda de Trump. Elle les ressuscite ici sous une forme, comme une forme de résistance. Elle est toujours là où on ne l'attend pas. Toujours justement où on l'attend plutôt. Elle continue vraiment à tracer sa route. Et si vous connaissez pas Kim Gordon, allez écouter ce qu'elle fait, aussi bien à l'époque de Sonic Youth que maintenant. C'est vraiment chouette et je vous propose d'écouter ça tout de suite. C'est un morceau rapide qui est une grosse claque. Et voilà, c'était Bye Bye 25, 25. Ça fait peur, hein. Les mots qu'on voit là-dedans, waouh. Oui, c'est la réalité, malheureusement. Oui, là, les gens sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. D'ailleurs, il y a pas mal de manifestations anti-Trump qui éclatent un peu partout. Anti-fête du roi. Qu'est-ce que ça va donner ? Voilà. On va voir. Là, pour l'instant, l'actualité n'est pas forcément super joyeuse. Mais en tout cas, c'est voilà ce que propose Kim Gordon à son niveau en tant qu'artiste, musicienne et activiste, quoi. Voilà. Et on continue avec toi, Julien, justement. Alors... J'ai pas trouvé la manière de définir ta chronique ou ta prise de parole, on va dire ça comme ça. C'est pas une chronique, j'ai pas envie d'être un donneur de leçons, j'ai envie qu'on discute un peu entre nous et avec le public si on en a. Mais avant de commencer d'attaquer le sujet, puisqu'on est dans les artistes qui écrivent, poètes et musiciennes, je voulais revenir, j'ai reçu le livre de Céline Laurie, Lettre à l'amant et Lettre aux hommes que je ne désirais pas, un livre qu'on a eu la chance de découvrir et de faire découvrir avec Baude il y a quelque temps ici au studio, avant sa parution. Et donc là, il est sorti de presse, il est là. Et voilà, donc Céline Laurie qui parle de ses expériences positives et négatives et dramatiques, j'imagine, avec les hommes et qui digère ça de la manière la plus belle et franche qui soit à travers cette parution. Donc Lettre aux hommes, Lettre à l'amant et Lettre aux hommes que je ne désirais pas. Et je te laisse lire la 4e de couverture. Mais en plus, j'en ai rien à carrer de vous déplaire radicalement. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a l'espèce de bienséance parce qu'on s'exprime trop bruyamment, on ne respecte pas les normes, on ne respecte pas la politesse, etc. Voilà, on ne respecte pas les codes, et ben tant pis pour vous. Je connais un méchant, si on ne respecte pas les codes, je vous l'envoie, quoi. Ça vient de paraître chez Ninde, voilà, et on mettra le lien en description. Mais voilà, déjà, Aude, tu mérites pour ta belle chronique que je vous invite tous à aller revoir sur Radio Panique. De lire ça. Sur Saturday Night Panic. Voilà. Ah non, c'est surnom peut-être. Ah, surnom peut-être, d'accord, ouais, voilà. Fini par s'y perdre. Et donc, oui. Venons-en au sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et c'est plutôt que dire où on en est
Alors je sais pas, je me sens plutôt anarchiste à la ville, mais on a tous des opinions, des bords politiques affichés ou plus discrets, différents. C'est pas le sujet. C'est où on en est des contre-pouvoirs aujourd'hui sur nos réseaux. On parle on parle de pop culture et de digital dans l'œil carnivore, donc exactement. Voilà, et on n'a pas peur d'aborder aussi des sujets de société. C'est important, de toute façon, l'art est politique. Celui qui dit le contraire n'a rien compris à l'art, donc voilà, et c'est donc la base. C'était vraiment un petit sondage. Alors moi, en ce moment, je peux dire ce que je regarde. En ce moment, j'écoute Clément Viktorovitch, je regarde certains épisodes de Blast. J'ai beaucoup aimé, il y a quelques semaines, la chronique de H-Tone, le rappeur. Ah oui, c'est chouette. Je me souviens avoir fait un petit clin d'œil là-dessus. Comment ne pas devenir de droite. Oui, c'est pas mal. Non, c'est... Et voilà, qui officie sur TikTok aussi, d'ailleurs. Voilà, qui est clair, concis, très efficace, et qui nous rappelle à tous qu'il ne faut pas confondre débat et conflit. Je pense qu'on est tous un peu faibles de temps en temps par besoin d'adhésion sociale aussi, par instinct grégaire. Faut plaire aux autres. Tu passes une bonne soirée avec les gens, t'as pas envie de plomber l'ambiance en parlant de sujets de politique. C'est de Gaza, d'Ukraine et de trucs comme ça. Et pourtant, c'est une réalité qu'on n'est pas obligé d'affronter tous les jours quotidiennement, sinon c'est évidemment complètement anxiogène, mais qu'il faut quand même, sur laquelle il faut travailler, parce que constater la misère du monde, c'est la première chose. La deuxième, c'est réfléchir à l'après. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste dire il faut arrêter la guerre. Oui. La seule manière de faire la paix, c'est de penser un après auquel tu puisses faire adhérer le monde. Et je dirais même plus que ça, c'est-à-dire que ceux qui hurlent avec les loups, qui sont pour la guerre, si on parle de Gaza par exemple, donc vraiment sont bruyants. C'est-à-dire ils sont là, ils sont institutionnalisés, ils ont les micros des médias, etc. Et il suffit généralement de discuter avec même quelqu'un qu'on n'a pas croisé, etc., qu'on connaît peu, et il suffit de commencer à en parler, et là tout d'un coup tu sens l'indignité des gens par rapport à ce sujet-là, et qui se disent mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça comme ça, etc. Mais comme ces voix-là en fait sont finalement peu portées, on est surpris tout d'un coup que la plupart des gens ont simplement une humanité et se disent mais cette situation elle est pas possible, on peut pas laisser faire les choses comme ça. Mais cette voix-là elle est peu portée en fait. Donc il y a le sujet immédiat, l'actualité. Moi honnêtement, la plupart du temps je fais partie de ces gens qui ne réagissent pas à chaud sur les sujets d'actualité, parce que je me sens pas légitime, honnêtement. J'ai jamais été en Israël, ni à Gaza, ni en Ukraine. Je connais pas bien l'histoire de ces pays, et donc je me sens pas prêt à donner des leçons. Bien, comme tout le monde, je suis très inquiet et indigné de la situation et des hypocrisies générales politiques qu'on observe au quotidien. Mais dans le fond, les questions que ça me pose en tant que consultant pour les médias, par exemple, c'est des questions de déontologie. C'est comment, pourquoi des journalistes que je croise tous les jours, qui m'ont l'air à la cafette des gens très intelligents, relaient des stupidités qu'ils ont vues. Enfin, je veux dire, comment les journalistes belges peuvent se permettre de répéter les bullshit de pré-campagne français qui sont diffusés non-stop sur BFM pour cacher le scandale des eaux minérales avec le gouvernement, en parlant de la montée du frérisme et de toutes ces conneries, alors même que le rapport sur lequel ils se basent tous pour mettre en scène cette anxiété générale vis-à-vis de l'immigration, qui évidemment sert la montée de l'extrême droite en Europe, et basé sur... Tu lis le rapport en question, allez voir la source, quoi. Les mecs lisent dans leur rapport qu'il y en a de moins en moins. Oui, oui, c'est ça, il y en a de moins en moins, et il y en a déjà pas beaucoup. Et même pire que ça, ça veut dire que ce rapport a quand même été demandé par Darmanin. C'était un rapport hyper politique pour faire une démonstration, et même dans ce cadre-là, qui était quand même bien dirigé, même là, ils n'ont pas été capables de faire la démonstration qu'il y avait un problème. En fait, ils ont fait la démonstration inverse.
Donc c'est quand même. Mais ils sont capables effectivement de tenir l'antenne pendant je sais pas combien de temps. La question, c'est plus. Alors on peut s'indigner en disant bah voilà, les médias c'est tous des pourris, ils sont tous à la solde de tel ou tel milliardaire, etc. C'est tous des vendus, les grands médias. Enfin bref, là tu peux tomber dans le. C'est pas si simple que ça. Facilement glisser dans le complotisme, mais c'est pas aussi simple que ça. Et moi, je propose de formuler la question autrement. C'est où sont les médias de contre-pouvoir ? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Comment ils se font entendre ? Et est-ce qu'ils ont vraiment si peu d'audience que ça ? Alors, c'est clair, c'est vrai qu'il y a 10 ans encore, tous mes copains à l'art, ils voulaient pas aller sur Facebook, ils voulaient pas aller sur Instagram, ils voulaient pas donner de l'audience à ces milliardaires Bezos, Zuckerberg, etc. Voilà. Après, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est aussi un des lieux du débat public. Et donc, ils y viennent. Et alors, j'ai peut-être une impression biaisée parce que, évidemment, comme on l'avait déjà abordé, l'algorithme me renvoie dans mon feed des choses qui ressemblent à des choses que j'ai déjà regardées. Donc, est-ce que j'en vois plus aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment plus ? Parce que dans ce monde de tension qui se cristallise, de polarisation qu'il y a avec cette actualité un peu internationale, un peu pourrie, il y a vraiment le public s'intéresse plus à la question, ou est-ce que c'était déjà là et que je le voyais pas avant ? Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, quand je vois les chiffres d'audience justement de Blast ou de Viktorovitch et des autres que j'ai cités, ou même simplement des chaînes historiques, je veux dire des gens comme Nota Bene ou l'Histoire nous le dira, n'hésitent pas de temps en temps à mettre une petite pique aussi sur ces sujets d'actualité, en montrant qu'ils sont pas neutres, quoi, et qu'il faut aussi regarder derrière soi et balayer dans sa porte, quoi. Donc ça me rassure plutôt, en fait. Il y a même sur arte.tv le Vortex. Je ne sais pas si c'est une émission que vous avez croisée. Oui, tout à fait. C'est chouette aussi, où plein de gens intéressants, format complètement chelou, frappadingue, mais avec des très bonnes réflexions, justement. Qu'est-ce que les préjugés ? Qu'est-ce que le biais de confirmation sociale, etc. Alors, dans le Vortex, moi, ce que j'aimais bien, c'était les séances impromptues, donc ce qu'ils n'avaient pas du tout préparé, et tout d'un coup, ils décidaient de faire une petite vidéo sur une discussion qu'ils avaient eue en dehors, quelque part, on va dire, du canevas habituel de Vortex. Et il y a eu quelques trucs intéressants comme ça, entre Patrick Beau, il y avait toute une série de personnes, effectivement, dans le Vortex. Ouais. Ouais, en gros, dans ce tour de table, vraiment, je vous invite à partager et au public qui est. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs à partager. Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui ? Pour moi, aujourd'hui, les contre-pouvoirs, effectivement, ils sont certainement pas sur BFM ou sur CNews. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sur Twitch, je pense, mais j'en connais trop peu. Il y a des trucs intéressants. Hein. Moi, j'ai toute une série, si vous les avez pas... Voilà, je pense qu'il faut se partager des bonnes adresses. Hein. C'est comme un bon resto, je pense qu'il y a... Commençons par toi, Baudouin. Alors, je suis en train de chercher. Alors, Vincenzo, ou alors je veux bien commencer. Hein, il y a Saturday Night Panic. Oui, il y a Saturday Night Panic, exactement. Il y a l'œil carnivore aussi, voilà. Comme ça. Mais alors, je veux bien apporter un petit addendum à ça, parce que moi, à mon petit niveau, en fait, parler politique lorsque je vais faire un stream de jeux vidéo, c'est compliqué. Parce que effectivement, il y a une espèce de mélange des genres, et puis tu te dis... ta communauté, tu sais pas de quoi elle est, tu commences à avoir un peu d'audience, alors c'est compliqué d'aborder des sujets politiques, tu te dis, ah ouais, machin. Tu peux tout perdre avec ça. Hein. Oui, tu peux tout perdre. Mais en fait, je me suis dit au bout d'un moment, mais j'en ai rien à cirer en fait. Je veux dire, d'un, je vis pas de ça, heureusement. Deux, quelqu'un, alors on va simplifier, je vais dire, je sais pas, raciste, antisémite, xénophobe, tout ce qu'on veut, misogyne, etc. Regarde ma chaîne, si ce que je vais dire le choque ou il dit machin, barre-toi. Je veux dire, j'ai pas envie de faire société avec toi, en fait. J'ai pas envie de partager des choses. Et justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire les clins d'œil. Donc, régulièrement, je le fais pas à tous les streams, où justement, j'ai parlé d'un objet de culture pop. Et la culture, c'est éminemment politique. Et donc, de choisir tel ou tel sujet, telle ou telle musique, le bye-bye ou autre, va justement donner une coloration. Mais c'est vrai qu'en tant que... streamer, youtubeur, etc. C'est compliqué d'arriver frontalement de parler politique direct, sauf si t'es vraiment étiqueté directement politique, quoi. Oui, les gens qu'on a cités, c'est leur métier. C'est clairement, c'est des chaînes. Et alors, ça pose aussi la question structurelle. Est-ce qu'un grand média peut être neutre politiquement tout en étant un grand média ? C'est une industrie. Si c'est pas un média public
et que c'est un média privé, comme peuvent être RTL, M6 ou TF1. Il faut se dire une chose, un journaliste, il va choisir un journaliste, et je parle même pas de la structure, hein, derrière, comment on appelle ça, le journaliste, il fait partie d'une rédaction. Merci. Et je parle même pas de la rédaction et du média dont il fait partie. Mais le journaliste, il choisit son sujet où on lui impose. Il choisit où il va mettre sa caméra. Il choisit qui il va interviewer. Il choisit. En gros, c'est jamais objectif. Dites-vous bien que c'est impossible. Le sujet que vous allez recevoir, que ce soit vidéo, etc., va être plein de biais. Lié à la manière de produire, le temps qu'il faut, le point de vue, etc. Certaines fois, le biais vient même pas du journaliste lui-même, mais de la manière dont est formulée la dépêche qu'il a reçue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes reçouvent des dépêches. Donc, une chaîne donc on va citer Belga, l'AFP, Reuters, etc. Donc ils ont chacun des équipes de déontologie qui, à la rédaction des dépêches, vérifie les informations qui sont diffusées. Donc on peut supposer qu'a priori une dépêche Reuters est plus fiable qu'un truc obscur arrivé par un tweet. Ouais, mais moi j'ai déjà vu des erreurs dans l'AFP. Des erreurs factuelles. Hein, de traduction par exemple. Et je me souviendrai toujours, c'était en 2008, où un des prix Nobel d'économie avait dit qu'on n'avait pas les outils pour lutter contre la crise. Et il y avait une erreur dans la traduction et tous les journaux, à part Libération, qui avait lui-même refait une traduction du papier, mais sinon tous les autres disaient tel économiste dit qu'on a les outils pour combattre la crise. C'est parce que l'AFP s'était planté. Donc oui, ça peut être... c'est vraiment problématique quelque part. Et puis surtout, ils ont généralement 2-3 heures pour faire un sujet. On leur donne ça le matin, il faut que ça soit prêt pour le midi ou pour le 19h, donc t'es coincé. Oui, c'est ça. Et il y a de moins en moins de connaissances de la part des journalistes, c'est-à-dire de spécialisation. Des grandes agences d'enquête, il y en a de moins en moins, des grands médias qui mettent la ressource pour envoyer des équipes permanentes sur le site d'une... Des journalistes belges en Ukraine aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui passent toute la semaine là-bas. Généralement, ils partent en milieu de semaine, ils reviennent à la fin de la semaine pour le week-end. Donc, qu'est-ce que tu as le temps de faire ? C'est prendre un peu la température de où ça en est par rapport à la dernière fois, faire un live depuis le quai de la gare, et puis il faut déjà que tu remontes dans le camion pour revenir. Donc, c'est pas la même chose que même le grand JD, que je ne considère pas comme un grand journaliste à côté de ça, parce que c'est très éclectique sa chaîne, quoi. Ça va de la chasse aux fantômes à des trucs plus... Mais par exemple, il a fait un épisode où il est parti à ses frais, enfin celui en tout cas des Patreons et des gens qui financent sa chaîne, quoi. Passer plusieurs jours dans les tranchées sur le front ukrainien. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça a manqué. Quand tu poses la question dans une rédaction à Bruxelles sur ce sujet, on te dit oui, mais les assureurs n'ont pas voulu, quoi. Voilà. Mais alors comment ils faisaient avant avec les grands reporters qui partaient, qui suivaient justement, tu partais en reportage, maintenant tu vas juste en interview, quoi. Justement, je pense qu'il y a en termes d'organisation, de système de la presse aujourd'hui, on doit se poser la question de où sont les ressources pour avoir encore des grands reporters, pour avoir des agences qui supportent derrière. Quand vous avez un photographe, on a une photographe qui est partie se faire enfermer dans les camps de concentration pour femmes en Afghanistan, qui a été primée au Festival Visa. C'est superbe, elle a gagné un prix, elle a été publiée, etc. Mais elle est partie en fonds propres. Donc sans une agence derrière. C'est-à-dire que si elle reste coincée là-bas, parce qu'il faut forcément que ça soit ton père ou un homme de ta famille qui signe un papier pour que tu puisses sortir de ce truc-là, il serait toujours. Et personne ne l'aurait jamais su, quoi, si tu veux. C'est là où je trouve un peu difficile ce qu'on a entendu ces derniers jours avec la flottille de Greta Thunberg et des gars qui étaient dans les eaux internationales. Qui sont allés parce que on les a accusés de faire du selfie boat là ou je sais pas quoi, enfin d'être là pour faire de la promo. Mais justement, enfin je veux dire, c'est évidemment pas avec 3 petits bateaux que tu vas nourrir les 2 millions de Gazaouis qui sont en train de crever la dalle. Mais par contre, c'est en mettant, clairement, enfin, je veux dire, c'est le but depuis le départ.
on peut pas leur faire le procès de ça puisque c'est exactement. C'est exactement pour ça qu'ils sont partis. Et d'ailleurs, il faut savoir parce qu'à ce niveau-là, c'est que c'est une association qui fait ça depuis des années. En fait, c'est pas le premier bateau qui part, etc. Et c'est justement cette association qui a demandé à Rima Hassan et à Greta Thunberg de partir parce que le dernier bateau s'est fait tirer dessus et que ça avait joyeusement chauffé. Donc ils se sont dit, si on renvoie un bateau, il faut qu'il y ait des gens des personnalités suffisamment médiatiques pour que Israël n'ose pas les canarder directement. Voilà. Ouais, clair, hein. Donc c'était leur rôle d'être là, mais avec quand même la trouille qu'ils fassent la même chose que la dernière fois. Et la dernière fois, le bateau était assez gros. Là, c'était un petit bateau qui ne survit pas à une attaque de drone, clairement. Donc il y avait quand même un gros risque. Et d'ailleurs, il y a sur Radio Nova, Rima Hassan qui, pendant 1 heure à peu près, raconte toute l'histoire. C'est assez intéressant parce qu'elle le raconte de son point de vue. Et moi, j'ai appris plein de choses sur la manière dont tout ça s'est passé. Donc, n'hésitez pas, sur Radio Nova, voilà, il y a deux jours. Hein, 2 jours. Donc, alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, je n'ai pas regardé ces dernières heures, mais hier encore, il y avait dans l'équipe de la flottille qui a été... Oui, il y a du monde encore là-bas. Il y a encore du monde là-bas. Et qui sont bloqués notamment parce que, en plus, l'espace aérien a été bloqué. Alors je ne sais pas si on peut déjà nommer ça, mais la guerre Iran-Israël, mais en tout cas c'est en train de canarder joyeusement. Oui, je pense qu'on peut dire que ça y est, c'est une guerre ouverte, quoi. Mais ouais, c'est ça. Et genre, t'as la balise du bateau qui te montre bien qu'ils étaient dans les eaux internationales, et Israël a le culot d'essayer de leur faire signer un document comme quoi ils avouent qu'ils étaient sur le territoire israélien. Enfin, c'est leur jeu. Que tu le prennes, c'est puant, et qu'un média oui, parce que là, on parle justement de la manière dont c'est traité chez nous, dans on va dire le Mossad impose un discours, un narratif politique, c'est leur job. Personne, si tu veux. Par contre, que des gens, alors là, on va aller au-delà des médias pro-droite qui sont prêts à bouffer toutes les ignominies tant que ça fait avancer leur agenda. Je veux dire qu'on parle que ce soit CNews ou BFM, mais quand tu retrouves le discours selfie boat, tous les trucs comme ça, c'est des mots qui ne devraient pas apparaître dans des médias sérieux comme Le Monde, par exemple. Ça, pour moi, ça pose un vrai problème de déontologie. Qui, au demeurant... Pour certains, Le Monde, ça y est, est devenu un média d'extrême droite. Bon, ça, c'est... Mais il y a des trucs qui sont quand même... C'est étonnant que ça passe. Où il y a certains éditorialistes où, à un moment donné, un manque d'intégrité d'un directeur éditorial. Mais est-ce que vous avez des recos à faire passer, des chaînes que vous suivez pour un peu mieux comprendre le monde ou pas? Est-ce que je veux bien commencer, moi. Alors déjà au niveau des médias et du rapport média politique, il y a Off Investigation. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne YouTube qui a été créée par des anciens, notamment de Canal+, mais aussi de France Télévisions, d'investigation qui, grâce justement à un soutien de leur public, peuvent faire de l'investigation. Ils viennent de sortir une super vidéo justement dans le rapport où ils reprennent à partir de 2017 jusqu'à même un peu avant au niveau de l'élection de Macron jusqu'à maintenant, et notamment ils appellent ça le grand braquage. Donc comment évidemment la politique de Macron a favorisé les ultra riches, mais comment, en retour, via les médias, puisqu'ils possèdent quand même pas mal de médias, justement, les retours ont été faits. Et c'est super intéressant, donc n'hésitez pas. La chaîne s'appelle Off Investigation, ça c'est la dernière vidéo, mais vous pouvez aller regarder toutes les autres, elles sont super intéressantes. Donc, et c'est du vrai travail de journaliste. Sourcé, avec des interviews, etc. Je veux dire, ça peut pas être pris en défaut. C'est vraiment sourcé et voilà, ça tient la route. C'est pas juste Joe le rigolo dans sa cave qui fait une vidéo YouTube. Là, ça tient la route. C'est fait par des journalistes et voilà, et qui ont eu le temps de réfléchir et faire le job, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Effectivement, Blast fait des bonnes vidéos de ce point de vue-là. C'est un média qu'on accuse souvent d'être pro-Mélenchon. Ils sont clairement liés à la France Insoumise. Je dirais plus le média, c'est bien fait accuser, parce qu'il y a aussi le média. Oui, je pense après, je pense que pour le coup, que ça soit vrai ou pas pour certains des journalistes qui travaillent là-bas, la direction éditoriale a quand même, à mon sens, une intégrité qui mérite d'être suivie, quoi. Et puis des mecs comme Eshton, ils sont pas là pour faire Oui, c'est ça. Alors, après, il y a effectivement des gens comme Bolchegeek, par exemple,
Alors, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais justement, là, on est dans un podcast pop culture, et lui, il aime bien justement avoir le prisme politique sur la pop culture, et il y a des trucs fantastiques. Moi, j'ai beaucoup aimé alors je sais pas comment dire, mais la vidéo sur le cyberpunk, qui a tué le cyberpunk, et où il dit que finalement on n'est pas dans du cyberpunk, on est dans du kojipunk. Alors ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors il faut que tu définisses là. C'est-à-dire, en gros, kojipunk, c'était vraiment très intéressant. C'était comment ça s'appelait déjà? Ah oui, message à caractère informatique. Message à caractère informatique, oui. Voilà, exactement. Et une des sociétés qu'on retrouvait régulièrement là-dedans, c'était la Kojip. Et justement, il dit en fait qu'on est dans du Kojipunk. C'est-à-dire, on a passé les années 2000, on a toute une série quelque part d'avancées que le cyberpunk pouvait faire, sauf qu'en fait, on a l'imagination des petits managers, en fait. Franchement, un Elon Musk ou un machin, regardez ce qu'ils imaginent comme voiture, mais c'est pourri à côté de ce qu'on pouvait imaginer au niveau du cyberpunk et même de la mode, du style, etc. Là, vraiment, on est vraiment. Génial, le Cybertruck. Ah bah oui, c'est vraiment. Il rouille sous la pluie. Ça ressemble à rien, on est d'accord. Et voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé, mais il fait pas mal de choses. Donc, Bolchegeek est assez intéressant, et je trouve qu'il arrive à bien mêler culture pop et notre situation. Il avait fait toute une vidéo sur Chutlib. En fait, moi, je pense que c'est un bon exemple, Bolchegeek, parce que, par exemple, il représente, comme Viktorovitch, des gens qui... Alors, je sais pas combien font leur live Twitch, 2 heures, 3 heures, et ils arrivent encore avec des formats de 50 minutes ou 1 heure sur YouTube, et l'audience est quand même là derrière. Ça veut dire qu'il y a une évolution, on n'est pas dans la fast pensée, des trucs qui doivent tenir absolument dans un format TikTokable, quoi. C'est rassurant. Alors après, au niveau, parce qu'il va falloir qu'on avance, sinon on va jamais y arriver. Après, au niveau média, il y a Zawa Prod et Parole d'honneur. Là, Parole d'honneur, c'est super intéressant au niveau de toute la pensée décoloniale. Il y a vraiment des discussions très intéressantes à ce niveau-là, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais allez jeter un coup d'œil, allez écouter ce qui est dit, et c'est vraiment intéressant. Et tout d'un coup, on a des paroles qu'on n'entend absolument pas en dehors, sur les médias, on dit traditionnels. Là, franchement, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup tout d'un coup d'entendre d'autres types de voix, d'autres pensées, d'autres manières de voir le monde. Zawa Prod, derrière, c'est Danny Eraz. Alors, il y a eu un problème ces derniers temps, et moi, je suis pas toujours d'accord avec la manière dont ils font beaucoup de react sur les vidéos, etc. Mais des fois, je dis, ouais, ça m'empêche de devenir un vieux con, en fait. Justement, d'avoir leur regard, leur machin, etc. Alors, eux, pour le coup, notamment, il y en a un qui fait partie de la France Insoumise, donc voilà, ils sont dedans. Mais ils ont fait des interviews super intéressantes, notamment de Rima Hassan. Et franchement, allez voir un peu leur production, c'est pas inintéressant. Tout n'est pas bien, mais il y a des trucs qui valent le coup. C'est un peu comme Defacator, le Suisse. Alors déjà, un Suisse qui fait qui s'engage, c'est déjà intéressant en soi. Voilà. Il n'est pas toujours facile à suivre, parce que c'est vrai que son micro sous son masque en lycra, qui lui tient la bouche comme ça, c'est pas toujours facile. Mais par contre, le type est intéressant parce qu'il lui questionne pas l'actualité, mais il questionne nos travers de pensée, quoi. Là-dedans, il y a une chaîne belge que je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Gontran H. Alors ça vous dit rien du tout? Non. Allez voir Gontran et puis un H. C'est pareil. Alors lui, dans le style, je crois qu'il est purement belge. Je crois qu'on peut pas faire plus belge, mais qui est effectivement, alors vraiment là, vraiment questionne notre manière de penser et nos travers, etc. Donc voilà. Je sais pas si vous avez, parce que là, moi, j'ai beaucoup. Moi, je regarde Parsec aussi. Je regarde souvent les réactions de Parsec. 12 Parsec, c'est ça? 12 Parsec, pardon. 12 Parsec? Ouais, 12 Parsec. Excuse-moi, gars. Non, mais 12 Parsec, ok, je vois, oui. 12 Parsec, Mediapart aussi, je regarde aussi. Ouais, Mediapart. Qui propose des bons documents. Et aussi Doc7 aussi, des fois, je regarde pour l'envers des cartes, un peu comprendre pourquoi on en arrive là aussi. Il y avait, mais ça a un peu baissé, mais il y avait le dessous des cartes qui était super intéressant. Sur Arte, oui. C'est vraiment une chaîne qui a eu sa période un peu chiante quand même, où c'était, moi j'ai l'impression, il y a une dizaine d'années, où ils se cherchaient, mais ils tournaient un peu en boucle sur leurs vieux sujets. Et puis là, ils se renouvellent vraiment, ils invitent plein de youtubeurs et de podcasteurs contemporains,
Et ils font ce qu'ils ont toujours su faire, c'est donner une tribune à des gens qui essayent, quoi. Voilà. Et c'est pas grave si c'est pas bon tout le temps, en fait. Je trouve que ça, c'est vraiment ce qui est remarquable, c'est ça, c'est d'essayer. Et pour reprendre l'excellent exemple de Mediapart que tu as donné, il faut que ça soit structurel. Je pense qu'une vraie indépendance des médias, elle vient du fait que tout le monde donne son avis, et si les réseaux sociaux existent, c'est pour ça, c'est pas juste pour faire du bashing dans les commentaires, ou se prendre la tête avec les fachos, parce que tu peux passer ta vie à ça et t'auras pas fini à la fin de la nuit. Tu regardes comment se sont structurés les gilets jaunes grâce à Facebook, par exemple, c'est pas rien, hein, c'est pas... Et donc ça pose des questions, il y a des exemples structurels qui sont intéressants. Le principe des scopes, des sociétés de journalistes qui sont possédées par les actionnaires sont les journalistes eux-mêmes, qui dépendent pas, enfin, qui peuvent vivre en partie de la publicité, mais surtout des revenus de leur lectorat, qui sont co-actionnaires du média. Alors oui, ça permettra pas des grandes chaînes de télé internationales, c'est sûr. C'est des modèles qui ne marchent qu'à une certaine échelle, mais c'est peut-être les seuls modèles qui peuvent être totalement intègres, comme le Canard enchaîné l'est en France depuis un siècle, quoi. Alors il y a le Monde Diplo aussi dans le genre qui est intéressant. Justement, le fait que ce soit aussi plus des gens et des youtubeurs comme Parsec aussi qui réagissent à l'actualité politique, on va dire. C'est pas quelque part perdre un peu, parce qu'ils sont quand même un peu engagés quelque part à un moment, puisqu'ils donnent leur avis quand même, donc c'est quand même quelque part un engagement. C'est quand même dur de garder sa neutralité dans ces cas-là, non ? J'ai l'impression que le journalisme, c'est un peu comme la météo, on nous ment. On nous ment. Alors, tu nous avais ramené... On peut pas... Voilà, ça c'est bien, c'est le constat de départ. Donc une fois que tu as compris que c'était des bullshit, la question d'après, c'est qu'est-ce que tu fais pour ça ? Et donc, voilà. Donc, quels sont les gens qui essayent ? Alors, c'est pas toujours bon, mais en tout cas, ça mérite d'être essayé. Nous, on a ce très chouette magazine en Belgique qui s'appelle Médor. Alors, Médor, on les avait interviewés sur l'Œil Carnivore, d'ailleurs, au moment de la création du journal. Vous pouvez retrouver ça dans les podcasts de l'Œil Carnivore. Alors... pas sur YouTube, sur le flux RSS, sur le site de l'Œil Carnivore. On avait interviewé justement les créateurs. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que justement, c'est les journalistes qui en avaient ras-le-bol de ne pas avoir les moyens de faire de l'investigation, qui ont décidé de créer leur propre média pour pouvoir faire de l'investigation et être payés pour le faire. Tout en continuant à bosser dans la plupart des autres médias, parce qu'il faut bien vivre. Ça permet pas de faire vivre, mais ça permet au moins d'avoir des journalistes payés pour faire une investigation, et ça déjà c'est énorme. Voilà, donc comme les gens de Mediapart, comme les gens de Blast, etc., qui sont financés par leurs lecteurs et auditeurs. Tu me disais tout à l'heure que tu avais aussi lu le livre des propagandes silencieuses de Ignacio Ramonet. Alors non, pas celui-là, mais je connais bien Ignacio Ramonet, puisque c'était le rédacteur en chef du Monde Diplomatique, et qui a écrit pas mal de choses. Alors là, il n'y a rien qui me vient directement à l'esprit, mais c'est quelqu'un d'assez intéressant justement sur la réflexion autour des médias et de leur pouvoir, et de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc n'hésitez pas, il y a... Et de la fenêtre d'Overton. En tout cas, celui-là, c'est sur ce sujet-là, justement. C'est comment on déplace. Donc, la fenêtre d'Overton, c'est comment rendre acceptable l'inacceptable en y allant petit à petit. Hein. En gros, si je devais vraiment résumer, mais on en a aussi parlé dans un des épisodes précédents de l'Œil Carnivore, donc vous pouvez y aller. Mais voilà, celui-là, c'est justement sur comment on prépare par le choix du sujet, c'est bêtement ça. Et puis par la culture en général, un paysage culturel, pas forcément celui de l'actualité. C'est-à-dire que l'hypocrisie ou la manipulation de masse, sans vouloir être tomber dans la paranoïa, elle peut aussi venir pas forcément que des journalistes qui te racontent, hypocrites qui te racontent des bullshit, qui te racontent que les Gazaouis sont pas en train de crever la dalle et qui font du ouin-ouin, mais aussi de ce que tu hérites d'une certaine fenêtre là-dessus par le cinéma, par les séries américaines, etc., enfin, qui participent à l'inconditionnement. C'est pas pour rien qu'après 45, dans le plan Marshall, parmi les conditions de base, ils n'ont pas demandé beaucoup de trucs aux Européens en échange d'aider à la reconstruction, mais ils ont demandé à ce que il y ait un pont d'or qui soit fait au cinéma d'Hollywood et aux séries.
pareil, hein, le cinéma américain des années 80 tranchait avec celui des années 70, et on voit bien vers quel monde ça nous amenait. La raison de mon succès, tous les films qu'on a pu voir dans les années 80, qui étaient les Self-Made Man, etc., c'était vraiment une manière de retravailler l'imaginaire par rapport à ce qu'il y avait. Souvenez-vous, les années 70, c'était Les Hommes du Président, c'était d'autres styles de films qu'on nous envoyait quand même. Hein. C'était pas, on était sur des choses bien différentes. Donc, on travaille l'imagination à ce niveau-là, ça c'est clair. America World Police. Voilà. Non, mais c'est donc vrai. Voilà, la démocratie, c'est comme je vais redire ce que j'ai dit en introduction, parce que pour moi c'est la seule chose à retenir finalement de tout ce qu'on vient de dire là, c'est indépendamment des exemples qu'on a cités, c'est que il faut pas confondre débat et conflit. Le débat n'est pas un conflit. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va partir fâché. Et ça arrive tout le temps avec Damien, je me frite tous les jours. Non, mais ne pas être d'accord, c'est important, mais surtout c'est important d'essayer d'écouter l'autre et d'essayer de trouver un truc. La problématique là à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement la nuance, le fait d'accepter la parole de l'autre est de moins en moins le cas, en tout cas de manière publique, dans le débat public, on va dire ça comme ça. Quoi. Voilà. Et donc pour mes amis qui sont ici, Angela et Baud, qui travaillent avec la jeunesse, qui font de la médiation, etc. au quotidien, je suis tombé par hasard hier sur ce petit exemple, petit alphabet de la démocratie, paru aux éditions Mémor. Voilà. Et c'est un exercice, c'est pas tout jeune, hein, c'est 1996, d'accord ? Ah oui. Et voilà. Et donc, je vous lis la 4e de couverture, et ça sera ma conclusion. La démocratie s'apprend, la démocratie se partage. Voilà. Et donc, avec leur professeur, Franck Andria, les adolescents de l'Athénée Fernand Blum de Scarbeck, commune de Bruxelles, ont décidé de créer ce petit alphabet de la démocratie. Ils ont choisi plusieurs mots et pour chacun d'eux, ont décrit une définition personnelle. Ils ont contacté des écrivains, des chanteurs, des personnalités scientifiques et leur ont proposé des mots en leur demandant de les illustrer à leur tour. Et voilà, c'est des petites choses du quotidien, mais c'est pas forcément mettre tes beaux-parents autour d'un repas de famille et leur dire bon ça y est maintenant on s'y met, c'est clivage droite-gauche où on en est, mais ça peut aussi être par des petites choses simples et structurelles comme ça. Je me souviens dans l'académie de musique de ma fille qui est à l'intérieur d'une école. En fait, il y a un couloir et il y a une immense fresque comme ça qui a été faite par les élèves et sur la justice. Et pour moi, la justice, c'est ça, etc. Et c'est fou, les dessins et les mots qui ont été mis là, c'est fantastique, quoi. Et c'est ça, en fait, le problème de faire société, c'est de chacun rapprocher et de comprendre les différents points de vue, etc. Il y a Zar Gaming qui dit notamment, ce qui est impressionnant avec le journalisme, c'est que c'est un outil très fort, autant pour mettre des choses en lumière que pour ne pas parler d'autres sujets qui passent alors inaperçus. Oui, c'est ça. Voilà, on parlait tout à l'heure justement de comment ils reçoivent les dépêches, de comment ils décident lesquels ils vont avoir le temps de traiter dans la journée, c'est pas même pas plus que traiter, il y a traiter et traiter, il y a en parler et puis il y a enquêter. Et qu'il y a de moins en moins de ressources qui sont données aux journalistes. Je pense que la plupart des journalistes sont pas fondamentalement des gens qui se laissent dicter leur ligne de conduite par des grands patrons comme Bolloré, etc. Mais structurellement, si tu les précarises au point qu'ils sont trop mal payés, ils n'ont pas de ressources, ils ne peuvent pas prendre une voiture de service pour aller interviewer eux-mêmes le bourgmestre qui a raconté des bullshit à la dernière truc. Enfin bref, structurellement, ils n'ont pas les moyens d'enquêter, donc ça restera de la ressucée superficielle. Alors, si on reste sur un sujet purement belge, Georges-Louis Boucher, donc le patron des maires, qui en énerve beaucoup, qui a sorti « C'est pas normal qu'il y ait des propriétaires marocains qui touchent le CPS en Belgique », d'accord ? Parce que les Belges sont obligés de vendre leurs biens avant de pouvoir toucher le CPS. Et moi je vois un sujet qui a été tourné par je sais plus, alors je crois que c'est non, je sais plus qui, je vais pas dire de bêtises, mais par un média important belge qui l'interviewe sur ce sujet-là. Est-ce que vous regrettez ces paroles? Non, machin, etc. En même temps, la RTB fait un petit sujet en disant les Belges ne sont pas obligés de vendre leurs biens pour toucher le CPS. Si c'est leur maison principale, etc., c'est absolument pas le cas et tu n'as pas besoin de le vendre. Donc, il part d'un truc qui est faux
factuellement faux, et qui font que voilà, tu rajoutes du racisme au racisme en disant bah oui, ils profitent. En plus, ça touche. D'après les trucs, c'était 500 personnes. Donc tu fais une espèce tu jettes un discrédit sur toute une population juste pour 500 personnes qui auraient un bien. C'est un peu tout le monde. Hein, non, mais et alors ce qui est fou, c'est que quand t'as le journaliste qui l'interroge, il ne remet pas en question la parole du politique. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de travail parce qu'ils va l'interroger sur ce sujet-là. Il n'y a pas eu de travail avant journalistique en se renseignant au niveau de la loi, qu'est-ce qui est possible ou pas. C'est ça qui est fou. Mais justement, moi je voulais dire aux gens en général, et même aux journalistes, de toujours vérifier vos sources, parce que j'ai eu le malheur d'être... je me suis retrouvé à la bourse avec un facho, je me permets de le dire. Exemple, ce que tu as raconté. Et je vous avoue que moi j'avais pas vraiment l'envie de parler, parce que pour moi c'est un peu de l'incitation à la haine ce qu'il faisait. Il avait une pancarte transphobie... Et il se basait en fait sur des faits parce qu'un autre monsieur s'est amusé à essayer de comprendre un peu ses propos. En fait, les sources sur lesquelles il se base, c'est des fausses sources, c'est des sources qui sont pas du tout scientifiques, qui sont chrétiennes. Ah oui, non, mais totalement. Donc, pour moi, c'est très important de dire aux gens et même aux journalistes de vérifier vos sources, de regarder qui les fait, qui finance ces personnes. Parce que bien souvent, on s'arrête à c'est une source qui a l'air vérifiée, mais qui ne l'est pas du tout au final. Oui, non, et puis alors là, avec l'IA qui submerge le net et tous les sites, moi je me souviens que je cherchais bêtement une info au niveau du traitement de l'eau, tu vois, mais un truc pour savoir si tel ou tel système est plus valable que d'autres, voilà, bon, peu importe. Et en fait, le nombre de sites générés par IA sur lesquels je suis tombé pour promouvoir telle ou telle solution, c'était hallucinant. À la fin, tu ne sais même plus quoi croire. En fait, t'es là, au secours, quoi. Oui, un truc qui est vrai quand même, l'IA a dit que Elon Musk mentait. Non, mais donc effectivement, il faut croiser ses sources. Il faut essayer d'aller vers des médias qui ont le temps, un minimum, de travailler les sujets. C'est important, les reportages, l'investigation, etc. Il y a quand même des observatoires des fake news qui existent toujours et qui sont toujours... Enfin, si à un moment vous avez un doute, vous pouvez toujours aller sur Hoaxbuster ou des trucs comme ça. C'est des sites qui existent toujours aujourd'hui, qui existent depuis plus de 15 ans. C'est copier-coller un email que tu reçois. Alors bon, forcément, si c'est pour te dire que tu auras un plus gros pénis, tu te doutes que c'est probablement des bullshit. Mais voilà. Désolé, ça n'ira pas. Il y a des tas sur des sujets plus triviaux. Hein, je veux dire des kidnappings d'enfants qui ont vraiment eu lieu, mais des années. Le mot il est retrouvé au bout de 15 jours, des années après les appels. Participation continue à circuler sur Facebook ou sur Insta et les familles sont obligées de changer de nom et tout tellement ça les poursuit, quoi. Enfin, tu vois, voilà à quoi ça c'est intéressant, genre c'est des sites comme Hoaxbuster. Moi je rêve un jour, peut-être qu'avec une IA m'aidera à écrire ce bout de code de ce logiciel que je n'ai toujours pas trouvé, j'ai le plugin dans Google et Firefox là pour enlever la moitié des pubs, mais par contre le plugin qui mesure le bullshitomètre de la page que je suis en train de regarder, celui-là je rêve de le fabriquer. De ce point de vue-là, alors bon, et puis on va devoir passer à autre chose, mais il y a le projet Tournesol, je pense que vous devez pas le connaître parce qu'il y a peu de gens qui travaille dessus, qui a un travail au niveau des algorithmes, et notamment de l'algorithme de YouTube et de la recommandation, pourquoi on te recommande telle ou telle vidéo. Et justement, à essayer de changer cet algorithme, et notamment, tu as le projet Tournesol, etc. Tapez algorithme YouTube Tournesol, vous allez tomber dessus, vous allez voir, c'est des chercheurs, des vrais chercheurs en IA et en algorithme qui travaillent sur ce sujet-là. Comment, en fait, on peut rendre vertueux un algorithme avec justement de quelle manière on peut se retrouver à recommander telle ou telle vidéo. Voilà. Donc, allez chercher ça, vous allez voir, c'est intéressant. Oui, c'est le projet Tournesol, c'est super, c'est vraiment intéressant. Quand vous allez manger chez votre mamie un peu facho, n'oubliez pas d'ouvrir sa fenêtre YouTube et d'en profiter pour taper quelques médias comme L'Œil Carnivore, Saturday Night Panic. Voilà. Et les copains. Allez, on va finir là-dessus. On va sans transition passer à autre chose parce que sinon on pourrait en discuter des heures et voilà. Mais merci à toi, Julien, de en tout cas avoir évoqué. Ça, je vous mettrai en commentaire sous la vidéo quelques recos de médias, histoire effectivement d'avoir quelques ressources. Et puis après, vous suivez, voilà.
tout ça. Il y a vraiment des gens très intéressants à suivre. Partagez les vôtres. Oui, et partagez les vôtres. N'hésitez pas, effectivement, en commentaire, de partager vos sources pour réfléchir sur le monde. Voilà. Et essayer d'être plus intelligent à ce niveau-là. Tous les jours moins couillons qu'hier. Exactement. Allez, et sans aucune transition, je vais vous parler, mais alors j'aimerais bien, je t'avais envoyé un mail avec ma chronique. Elle est là. Elle est là. Fantastique. Je voulais... Non, alors Bye Bye, on en a déjà parlé, mais moi, je vais vous parler... Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un joueur de jeux de rôle depuis l'âge de 12 ans, quand même. J'ai eu la chance de vivre de multiples aventures avec... plein de gens différents. Alors évidemment, il y a mes frères et sœurs de cœur avec qui j'ai partagé plein de choses pendant des années, mais effectivement, j'ai rencontré plein d'autres joueurs et joueuses avec qui on a mélangé nos imaginaires, on a créé des histoires, et ça, c'est fantastique. Si vous connaissez pas le jeu de rôle, n'hésitez pas. Poussez une porte d'un club, allez regarder un peu ce qui se fait. Alors attention, l'Actual Play, qui est du jeu de rôle filmé, c'est pas du vrai jeu de rôle, c'est un spectacle, l'Actual Play. Le jeu de rôle, c'est beaucoup plus simple. On est autour d'une table, il y a un maître de jeu qui connaît le monde et on va dire la trame principale de l'histoire, et ensemble, on imagine comment ça va se passer. Chacun joue un personnage et puis voilà, on raconte une histoire ensemble, et c'est ça qui est chouette. Voilà, je vous ai expliqué ce que était le rôle, ce qui n'était pas du tout prévu dans la chronique, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai découvert récemment le travail de John Grumpf, qui est une figure incontournable à l'heure actuelle du jeu de rôle indépendant en France, mais que je ne connaissais pas. Voilà. Il est auteur, illustrateur, c'est un artisan vraiment complet, et ça fait des années et des années qu'il travaille ses jeux, un peu à la manière d'un bon boulanger qui travaille son pain et qui essaye de trouver la bonne recette pour faire la bonne baguette. Et il fait ça avec méthode, générosité, et toujours, ce qu'il essaye de voir en ligne, c'est le plaisir de jouer ensemble. C'est vraiment ce qu'il essaye de toucher, quoi. Et tout son travail est fait avec cette vision-là. Parmi ses créations marquantes, alors il a écrit plein de choses, hein, vous irez voir, je vais vous donner là où vous pouvez voir ses œuvres, mais dernièrement il a travaillé avec le système Cœur Vaillant, qui est un jeu d'aventure, on va dire classique, mais bien affûté, qui permet justement aussi bien d'initier des débutants que plaire à des vieux roublards. Le monde est expliqué, alors il y a une petite vidéo de 8 minutes. En 8 minutes, vous avez le monde et le setup, ça c'est vachement bien, parce que effectivement pour des débutants, tu vois, tout d'un coup, on sait dans quel monde on est. C'est un monde très classique, un nain, elfe, gnome et humain, voilà, c'est la base, avec un système très simple au niveau des règles. En 5 minutes, on a compris les règles. Et les orques, il ne faut pas oublier les orques. Alors, il y a les créatures ils sont moches, un peu bourrus, voilà. Mais ils sont sympas quand même. Tout à fait. Et les règles, en 5 minutes, elles sont comprises. On crée le personnage en 10 minutes maximum, et hop, on est prêt à jouer. Mais avec justement des règles qui sont faites pour être orientées par le plaisir de jeu, et notamment par le rapport de quelle manière on va interagir entre les joueuses et le maître de jeu, la maître de jeu. Je dis joueuse, alors je passe un petit peu, mais c'est joueuse parce qu'il est parti du principe de dire joueuse pour les joueurs, et pareil pour l'AMJ. Au début, c'était pour éloigner les mascus. Et d'ailleurs, c'est une mode qui est reprise par d'autres créateurs de jeux de rôle, parce qu'effectivement, pendant très longtemps, le jeu de rôle était quand même majoritairement masculin. Il y avait heureusement quelques femmes qui y jouaient, mais c'était un univers très très masculin. Non, je sais pas, ça a toujours été mixte, moi, les parties auxquelles j'ai joué. Non, c'était compliqué de faire une place dans un groupe. Ouais. C'est très... Et donc là, c'était le principe, c'était de base, voilà. Et effectivement, maintenant, moi, je trouve ça assez chouette, justement, de se dire, voilà, le neutre, entre guillemets, pour être le masculin, pour être le féminin plutôt que le masculin, et pourquoi pas, et je trouve ça assez chouette comme parti pris. Il dit en plus que c'est vachement pratique quand t'écris des règles de jeu de rôle, parce que c'est simple, tu dis la joueuse quand c'est et le personnage quand c'est le personnage qui fait quelque chose. Et donc c'est vachement pratique.
quand t'écris pour que tout de suite tu saches de qui on parle. Et c'est féminin, on parle de la joueuse, c'est masculin, on parle du personnage. Et hop, voilà, ça règle tous les problèmes. Voilà. Donc, je reviens sur ses créations. Donc, il y a Cœur Vaillant. Et après, il a encore raffiné son système. Et là, il a écrit le bouquin de base qui est sorti il y a 1 an. Où là, vraiment, c'est le système le plus simple, mais en même temps avec des chouettes règles. Bah, vous allez voir. Je vais le recevoir d'ici quelques jours. Je vous en referai une petite chronique après. Un petit retour, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire des parties ensemble avec ça. Il a aussi dernièrement créé Intrépide, qui est en fait un jeu de rôle. Il a adapté justement son système à de la SF, donc là pareil, et de la création de monde, etc., etc. Et c'est pareil, c'est un système très simple. On est directement balancé dans un monde SF, et puis on y va. Et on est prêt à jouer des aventures à travers les étoiles, etc. Il y a Cerber, par exemple, qui est un système de règles. Alors là, c'est un truc un peu plus ancien qu'il a fait, mais qui est plus dans le style thriller, sombre, bien tendu, etc. Il y a Cheap Tales, qui est un condensé de pulp, etc., où tu définis ton personnage par des phrases. Et là, on est vraiment dans la série B, etc., ou alors dans du Tintin, ou des choses dans ce genre-là, quoi. Voilà. Et à chaque fois, il va chercher des ambiances comme ça différentes, et il va créer des règles tout au long de ses envies, etc. Mais là, je crois qu'il est en train d'arriver à l'os et à avoir juste la moelle qu'il faut avec son système de base. Est-ce qu'on aura une partie de jeu de rôle sur la chaîne L'Œil Carnivore? Pourquoi pas, mais on en a parlé, oui. On en a parlé, mais alors l'Actual Play, c'est quelque chose de très très particulier. Mais pourquoi pas? Ça pourquoi pas C'est long quand même. Ça dépend si c'est Damien le maître de jeu ou pas. Déjà. Non. Là, une entière, quoi, c'est certain. Non. Alors, soyons clairs, une partie de jeu de rôle, ça peut durer du temps, ça, etc. Bon, voilà, ça c'est une chose. L'Actual Play, c'est-à-dire la diffuser en tant que spectacle, là c'est très différent parce que à ce moment-là, tiens, par exemple, un des trucs que discutait justement Grumpf avec lors d'une de ses interviews, c'est par exemple à chaque fois qu'il termine une séance, donc pas un scénario mais une séance, il essaye de terminer sur un cliffhanger. Et l'Actual Play, typiquement, c'est ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cliffhangers, on essaye de faire une série, on construit ses scénarios pour fonctionner comme ça. Et la durée est très limitée, c'est 1 heure, 1 heure et demie, un Actual Play, pas plus, parce que d'abord, c'est très très fatigant pour le maître de jeu et pour les joueurs. Un jeu de rôle, tu peux pendant un quart d'heure tout d'un coup digresser sur n'importe quel autre sujet. Ah ouais, vous avez vu ce film-là? Ou alors ça me rappelle tel truc. Ou tu peux laisser tes joueurs discuter pendant une demi-heure le plan qu'ils vont vouloir faire. Ce qui n'est pas possible en Actual Play. C'est super chiant sinon à regarder. Donc un Actual Play, t'es en représentation et on est autre chose. Pourquoi pas? Mais bon, là, moi, je sais pas. Je sais pas. Peut-être, un de ces quatre. Il y a des petits scénarios. Des scénarios courts qui peuvent permettre d'essayer ça. Alors, ça peut être sur des jeux de Grumpf ou ça peut être sur des jeux qui existent déjà. On parlait de Shadowrun parce que moi je trouve que c'est un jeu simple parce que ça se joue qu'avec des D6. T'es pas obligé d'apprendre. Shadowrun simple. Pas forcément si tu vas dans la matrice, quoi. Mais non, même de manière générale. Mais bon, parce qu'il faut qu'on termine cette émission. Donc je vais continuer envers et contre tout. Donc. Ce que j'ai découvert chez lui, c'est en fait cette capacité à rendre le jeu de rôle vivant, simple et immédiatement accessible. Ce qui, des fois, manque. Moi, je me souviens des jeux de rôle des années 80-90 où tu étais obligé de te taper un bouquin de 300 pages, à comprendre le monde, récupérer toutes les règles, etc. Et alors, une fois que toi, t'avais compris... Une fois que toi, t'avais compris, tu devais tout transmettre à tes joueurs, etc. C'était là, l'idée, c'est pas de blabla inutile, pas de manuel imbitable, et juste... le plaisir de jouer, d'être ensemble, s'embarquer ensemble sur une histoire. Et franchement, c'est exactement ce que je cherchais. Donc voilà. Là, je passe les trucs. Alors, c'est vraiment une inspiration pour celles et ceux qui ont envie de jouer autrement, en fait. Et franchement, allez voir. Alors, ça je passe parce que c'était l'histoire de joueurs-joueuses. C'est pareil, j'avais déjà... Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est quand même faire une interview de lui, un de ces quatre. Il est d'accord. Le seul truc, il faut qu'on trouve un sujet, une sortie de ses bouquins ou quelque chose comme ça, pour une actualité, pour le faire. Mais vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. J'aime bien son état d'esprit, voilà. Et puis c'est un vrai gauchiste, tant qu'à faire. On peut joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Alors,
Vous pouvez trouver le travail de John Grumpf sur son site, Le Terrier du Grumpf. C'est une véritable caverne d'Alibaba pour les rôlistes. Alors, on y trouve des jeux complets, des aides de jeux génériques, des scénarios de tout style et même des illustrations libres, parce qu'il est illustrateur aussi. Scénarii. Des scénarii, j'ai dit quoi? Des scénarios, des scénarii. Même des illustrations libres qu'on peut utiliser pour ses propres créations, etc. Parce qu'en fait, il a une partie qui est payante. Donc, par exemple, le bouquin de base, Intrépide, etc., c'est payant. C'est pas cher, parce que c'est de l'impression à la commande, etc. Donc, ça passe par Lulu. Donc, ça reste pas cher. Et puis, on peut toujours commander que les PDF si on veut. Donc, voilà, choisis ce qu'on a envie. Mais il y a, tous les mois, il sort le gratuit du mois. Et il vous sort une aide de jeu, un scénario, des illustrations, etc. Et ça fait des années qu'il fait ça. Donc, il y a une quantité de choses qui est super intéressante, des ailes de jeu. Et même si vous avez votre jeu de rôle préféré, par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, des petites tables pour préparer des événements qu'il peut y avoir lors d'une route entre deux lieux dans un sujet médiéval fantastique. Et ben voilà, vous allez avoir plein de tables, plein d'idées, de scénarios, de machins, de trucs qui peuvent se passer pendant ces voyages. Voilà. Et là, hop, ils vous donnent tout ça. Après, si disponible. vous voulez refaire Baldur's Gate ensemble, en live sur l'œil carnivore, moi je suis d'accord aussi, je l'ai pas encore fait, donc je vais le découvrir. Ah oui, le jeu, le 3 ? Ouais. Ah ouais, mais j'aimerais bien, mais ça prend un temps fou, quoi. Faire un chapitre, quoi. Alors, il y a aussi une chaîne de YouTube où il partage notamment ses compositions musicales, parce qu'il fait aussi de la musique. Alors, il fait du 8 bits, et il le fait vraiment tout seul avec ses petits doigts, c'est pas un truc fait par IA ou quoi que ce soit. Et il fait aussi des chansons où il joue, alors basse, batterie, guitare, etc. Il fait tout. Et donc, voilà, c'est un autre aspect de sa créativité, mais très personnel, et moi je trouve assez touchant, mine de rien, en fait, parce qu'il écrit les textes et tout, c'est pas mal. Donc, notamment, après, je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Balade à mon père, et qui est assez chouette, voilà, et qui retranscrit bien un peu sa manière de voir. Ah oui, je vais quand même vous citer un de ses presets de base pour Cœur Vaillant, et vous allez comprendre vraiment comment il voit le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'au début, il dit, quand tu as une table, tu as un MJ et tu as des joueurs, et il dit il faut fixer un cadre au départ. Donc il dit, par exemple, moi, dans le cadre de Cœur Vaillant, le principe, c'est que vous jouez des héros. Vous jouez des héros, vous jouez pas des personnages torturés, gris ou etc. Vous jouez des héros, vous êtes là pour sauver la veuve et l'orphelin, vous êtes là pour vous sacrifier pour sauver la jeune fille qui risque de se faire écraser, vous êtes là vraiment pour jouer des héros. Le principe, c'est ça. Des paladins. Pas forcément des paladins, non, c'est pas ça, mais c'est les héros, c'est Piège de Cristal. Piège de Cristal, c'est pas un paladin, mais il est là, il risque sa vie pour aller sauver les otages, tu vois. Moi, je suis plutôt chaotique. Non, mais c'est le principe de base. Si vous avez envie de jouer à autre chose, on peut jouer à un autre jeu. Mais Cœur Vaillant, c'est le principe de base. Donc voilà. Et c'est le cadre. Et l'idée, c'est ça. Donc tout le monde va aller dans ce sens-là. Et c'est important de le préciser en début de partie parce que comme ça, tout le monde est aligné. Et il ne va pas y avoir le voleur du groupe qui dit à la fin « Ouais, je tue tout le monde pour récupérer le trésor ». Voilà, et à la limite, le trésor, une fois que tu as eu le paiement, je sais pas, parce que tu as été payé pour un truc, et que tu vois une jeune fille, je sais pas moi, une maman et ses enfants qui vont pas avoir à manger, tu donnes ce que tu as gagné, parce que voilà, comme les héros dans les films, quoi. Voilà, c'est le principe de base. Mais comment jouer un héros quand tu es dans un jeu de rôle? Il part du principe aussi que le joueur ne peut pas, le personnage ne peut pas mourir. Si le joueur ne le veut pas, la joueuse ne le veut pas. Alors là, tu te dis comment ça marche. En fait, c'est simple. Si jamais ton personnage tombe à 0 point de vie, il tombe évanoui. Si tous les personnages tombent évanouis, tombent à 0 point de vie, le groupe est capturé et la scène d'après, ça commence dans un cachot ou sur une décharge ou j'en sais rien. Ils ont été détroussés, balancés comme ça, comme ou etc. Comme un épisode de MacGyver. Mais en fait... Comme dans les films, en fait, généralement, quand le héros il est mis hors combat, la scène d'après, il est attaché à une chaise et il essaye de s'en sortir et comment il va réussir à sortir de la situation, etc. C'est le principe. Donc, tant que le joueur ne décide pas qui risque son personnage, ça ne peut pas arriver. Le personnage ne peut pas mourir. Par contre, si pour tel combat, il dit là, ce combat-là, je veux le gagner. C'est important, c'est le climax, etc. Alors là, il se relève, il récupère quelques points de vie,
Et si jamais de nouveau il meurt, là, son personnage meurt. Mais il meurt en héros, puisque c'est le personnage, là, c'est le joueur, la joueuse, en l'occurrence, qui a décidé, sur cette scène-là, je risque mon personnage. Et si je meurs, c'est vraiment un acte héroïque. Et donc, on est vraiment dans... Et donc, c'est comment les règles et la manière de concevoir le monde et les règles qui vont faire que le jeu autour de la table se dirige vers ce genre de choses. Voilà, ça vous donne une petite idée comment ça peut fonctionner, quoi. Ouais. Je veux pas de Damien comme maître de jeu. Pourquoi ? Je veux que ça se termine, bordel. Ouais, faut qu'on termine. Allez. Non, c'est fini, quoi. Ok. En tout cas, voilà. Alors, bref. Allez découvrir son univers. Et si vous aimez ce qu'il fait, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee. Parce qu'il en vit. Pas beaucoup, chichement, il vit à la campagne, machin, mais voilà. Donc n'hésitez pas, ce genre de travail passionné mérite clairement un coup de main, ça vaut le coup. Il offre les trucs gratuitement, donc n'hésitez pas, si vous en profitez, de donner 3 € sur un Tipeee, ça coûte pas grand-chose, et voilà. La caverne. La caverne du... Non, le terrier du Grumpf. Le terrier du Grumpf. Le terrier du Grumpf. Et on peut terminer l'émission... Ouais Non, on va pas... Ouais, on peut terminer l'émission. Alors moi, je voulais vous passer un petit passage pour terminer l'émission d'une des compositions de Grumpf, mais on va faire le final, et puis on mettra comment s'appelle, le morceau Balade de mon père pour terminer en beauté et en chanson cette émission. Alors... je remercie évidemment tous ceux qui sont autour de cette table. Baudouin, merci à toi pour la technique audio. Merci et de nous avoir parlé de cette découverte. Franchement, moi je vais aller écouter un peu ce qu'est fait. La sortie un EP, c'est très sympa. Franchement, ces paroles. Camille Yembe. Donc merci à toi. Merci à Angela pour Merci for None. Je suis curieux, je vais aller voir. Tu m'en diras des nouvelles. Cet épisode, ça va vite. Cet épisode, ça va vite, ok. Merci à toi, Vincenzo, d'avoir assuré la technique vidéo. La prochaine fois, tu peux faire une chronique, hein, tu sais. Allez. Merci à toi, Julien, d'avoir initié ce débat autour des médias et de comment réussir à avoir quand même une information plus ou moins fiable, ou en tout cas sourcée avec des recherches, etc. Évidemment, rien n'est neutre, mais au moins savoir d'où parle la personne, c'est important. Voilà. Et puis, merci donc à Radio Panique sur le 105.4 de nous héberger chaque mois, chaque troisième samedi du mois. C'est chouette. Merci à tous ceux qui sont derrière les écrans et qui like, partagent, s'abonnent à l'œil carnivore. Salut. Merci à Zar Gaming, merci à Gilles d'être passé. Désolé à tous ceux qui n'ont pas eu de son. Ils ne nous auraient pas entendu de toute façon. Voilà, désolé, mais c'est pas grave. Merci à la galerie Non Peut-être de nous avoir accueillis pour cette dernière émission de la saison. On n'a pas abordé, mais peut-être que c'est la dernière émission qu'on pourra tourner aussi ici, si le projet ne perdure pas. Le projet évolue. Voilà. On fera, en tout cas, on publiera quelque chose. Voilà, donc restez sur YouTube pour dire ce qu'on fait. Voilà, restez à l'écoute de le nom de la chaîne YouTube, c'est Galerie Non Peut-être. Galerie Non Peut-être. Studio Non Peut-être. Studio Non Peut-être. Donc n'hésitez pas, regardez, restez à l'écoute. En tout cas, merci à vous tous, c'était chouette. Et puis, je vous propose de nous quitter avec ce morceau de Grumpf. Que je trouve assez touchant, de Grumpf d'ailleurs, c'est pas Grumpf, c'est Grumpf. Chaque fois, je sais pas pourquoi je dis Grumpf. De Grumpf, qui est un petit morceau sympa, qui s'appelle Balade à mon père. Alors, il a nommé le nom de son groupe Les Tendres Couillons. Mais en tout cas, c'est sympathique. Et puis, on se retrouve bientôt dans un mois, peut-être avec une interview. Je pense pas qu'on fera d'émission cet été, mais il y aura sans doute des interviews qui vont tomber en podcast. Allez, bye bye. Trois bons silencieux, par-dessus la barrière. Enfin je dis adieu à ma mère assoupie. Devant moi le chemin, derrière mon ennui. Et 15 ans de douceur, au chaud de la tanière. J'ai l'épée de mon père, aussi sa force fière.
et un désir ardent d'écrire ma légende. Je n'ai aucune crainte, je saurais me défendre. Je suis un cœur vaillant, sans retour en arrière. Bien sûr les nuits sont froides, le ventre souvent creux, les souliers un souvenir et l'épée un fardeau. Et qui donc confierait à un gars sans manteau, les cheveux sur le nez, une quête de preux. Alors et à défaut, toujours un peu honteux, j'aide au champ au fenil, l'épée contre la houe. Les chèvres m'aiment bien et me lèchent la joue. Je suis un cœur vaillant et je suis bien chanceux. Des rêves de gloire, j'ai voyagé longtemps, ouvrier paysan, aventurier jamais. Et pourtant tant de fois, je laisse sauter la haie pour braver les dangers et démontrer mon cran. Puis j'ai eu le courage de demander sa main, et j'ai dressé des murs que ne pouvait passer, résolu à jamais de ne plus faire qu'aimer. Je suis un cœur vaillant, encore jusqu'à demain. Mon fils a eu 15 ans, qui a pris mon épée, et pour passer la haie, la porte au plus facile. J'espère qu'il sait de moi toutes les clés utiles. Je suis un cœur vaillant, mais il est tout fêlé.